Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Demain, Emmanuel Macron se rendra à l'hommage national en Suisse pour la cérémonie organisée en hommage aux victimes de l'incendie dans la station de ski de Crans-Montana. 40 victimes, dont 9 Français. Les images, les flammes, la détresse des familles, la violence du drame sont encore dans tous les esprits en ce début d'année. Comment les familles peuvent-elles surmonter l'horreur? Comment la société a été profondément heurtée par ces images? Hélène Romano est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute, spécialiste de la prise en charge des traumatismes. Vous êtes l'auteur de Accompagner le deuil en situation traumatique aux éditions Duno. Je vous montre cette une du journal Paris Match cette semaine avec le visage de ces victimes. On les connaît désormais, ces visages, la fête, la jeunesse, les flammes, le 31 décembre. Tout cela donne à cette tragédie un écho particulier. Oui, il y a une identification projective qui est beaucoup plus forte que si ça s'était passé dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller. Les gens font la fête dans les bars, c'est quand même assez fréquent. Des enfants qui se réunissent ou des jeunes adolescents qui se réunissent aussi. Donc l'identification projective, elle est d'autant plus forte qu'on peut dire ça aurait pu m'arriver. Il y a ça, et puis il y a eu la place des écrans et la façon dont ça a été diffusé, où là c'est un autre débat. C'est vrai qu'on a vécu ce drame en direct, de l'incendie au cri de désespoir des parents qui cherchaient leurs enfants. D'ailleurs, on va écouter les parents et la maman de Siane, une jeune Française de 24 ans qui est décédée. Et qu'une petite parte comme ça ne devrait pas exister, c'est tout. Et maintenant, notre vie, elle ne sera plus jamais pareille. Je ne ferai plus jamais un 31 de ma vie. Tout ça, on l'a vécu évidemment en direct. On voit la douleur de cette maman. Il y a eu beaucoup d'incertitudes au soir du drame. Oui, ça c'est une difficulté, c'est ce qu'on appelle le préjudice d'attente au niveau médico-légal. Ce sont toutes ces situations, on sait qu'il y a des corps, mais les corps sont trop endommagés pour qu'on puisse avoir une reconnaissance directe. Il faut attendre les analyses médico-légales. Il y a il y avait des ados, des enfants, des adultes qui sont partis dans les hôpitaux. Et là, à travers la Suisse, l'Allemagne, la France, donc ça a été aussi compliqué. On avait connu ça avec les attentats, on avait connu ça aussi avec l'accident de train de Brétigny ou d'autres catastrophes. On ne sait pas qui était dans le bar, on ne sait pas qui était présent et on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Ça, c'est redoutable pour les familles. Et c'est vrai qu'on a tous vécu, par exemple, l'appel de la maman d'Arthur, 16 ans, qui appelait sur les réseaux sociaux en disant « J'ai perdu mon fils, je ne sais pas où il est » et elle a révélé le décès de son fils. Il est important parfois pour ces parents-là justement de prendre le monde à témoin. Quand on est de l'autre côté de son écran, on peut se dire « Waouh, pourquoi est-ce qu'elle parle? Pourquoi est-ce qu'elle s'expose ?» C'est important dans cette épreuve-là de pouvoir le faire. Oui, ce que vous dites, nous on est derrière notre écran, sur le canapé, tranquille, entre guillemets. C'est pas du tout pareil que les gens qui sont en plein dans l'événement et au T0, au moment où ça se passe. Quand on est parent ou un proche et qu'on cherche son proche qui est blessé ou décédé, les médias sont très utiles pour communiquer, pour donner l'alerte, pour essayer d'avoir des informations. C'est très différent quand il y a des témoignages des jeunes qui sortaient du bar, qui ont été pris à partie. C'est autre chose. Mais pour les parents, ne pas être dans un état d'impuissance, se dire on essaye de faire quelque chose et on veut savoir. C'est insupportable de ne pas savoir, ce que la maman d'Arthur exprimait très bien. Il va falloir pour les parents faire avec ça, faire le deuil, faire avec la culpabilité. La culpabilité, je pense au papa de Jérémy, 17 ans. Son fils a survécu à l'incendie et souffre de brûlure. Et les premiers mots à son réveil du coma ont été pardon. Pardon à ses parents d'être sortis ce soir-là. Alors la culpabilité, 2 secondes pour expliquer. Allez-y. Psychiquement, c'est ce qui permet de faire face à l'inintelligible, faire face à quelque chose où je suis totalement impuissant. Autrement dit, si je suis coupable, là, si jamais ça se reproduit, je sais ce qu'il faut faire pour pas que ça se reproduise, justement. C'est reprendre le contrôle. Et d'ailleurs, quand les gens, les parents endeuillés disent « c'est de ma faute », moi qui m'occupe de personnes endeuillées dans des conditions traumatiques, ils le disent tous, c'est de ma faute, j'aurais pu empêcher. Leur dire c'est pas de votre faute, ça va pas les aider. Alors il s'agit pas de dire bah oui c'est de votre faute. Il y a eu sur les médias des propos très violents à l'égard de parents. Pourquoi votre enfant de 14 ans y était? Donc on voit qu'il y a des décharges très agressives, mais d'essayer de les amener à comprendre qu'est-ce qui vous amène à dire que c'est de votre faute, à décrypter ce sentiment de culpabilité pour qu'ils s'en dégagent. C'est pas en forçant les gens à penser certaines choses qu'on les aide. Dans un cas comme celui-ci, il y a une prise en charge immédiate pour ceux qui ont été témoins de certaines scènes, ceux qui sont sortis, pour les proches, pour les jeunes qui ont témoigné, qui ont perdu des amis. Comment ça se passe une prise en charge comme ça? Certains ont témoigné en disant il y a eu une cellule psychologique, on y allait, on n'a pas regretté parce qu'on en avait besoin.
Alors, ça se passe tout à fait comme ça. On évalue le niveau d'implication. On parle d'impliqués, victimes impliquées. Il y a les victimes blessées qui sont en état de communiquer. Il y a les victimes qui sont témoins. Il y a les proches. Ce n'est pas du tout les mêmes types de prise en charge. On essaye d'avoir une continuité au niveau des intervenants pour permettre à ces personnes de ne pas se sentir seules. Ce qui est important, c'est qu'on ne force pas à parler, contrairement à ce qu'on entend souvent. On est présent et la présence, elle peut se faire autrement que par le fait d'inonder les gens de paroles. Alors, il y a eu des polémiques. Et c'est assez terrible que dans un cas comme celui-ci, il y ait des polémiques. On a jugé les jeunes qui filmaient ce bar en train de brûler alors qu'ils auraient dû partir. On a jugé ceux qui filmaient à l'extérieur plutôt que d'aller secourir. Quelle est la lecture et quel regard vous portez à la fois sur ceux qui jugent et sur l'attitude de ces jeunes ? Il faut comprendre que quand vous êtes face à quelque chose qui n'a aucun sens, vous pouvez avoir des réactions de stress aigu et des réactions automatiques. La plupart des jeunes, des gens filment au quotidien. La réaction automatique de filmer, c'est quelque chose que l'on voit souvent dans les catastrophes. Et il y a eu d'autres événements catastrophiques, on voyait les gens filmer. Ce n'est pas de l'indécence qu'on a pu entendre, c'est une réaction psychique face au stress aigu. Je filme dans quelque chose qui est automatique. Pour les gens qui étaient dans le bar. À l'extérieur, on a vu... Ça veut dire, pardon, je filme de manière automatique, c'est-à-dire que nous, on est là, on regarde, on dit mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train de partir ? Ils ne réalisent pas, évidemment, ce qui est en train de se passer. Ils ne se sauvent pas, d'ailleurs. Ils ne se sauvent pas et possiblement que certains sont morts en filmant. La réaction de stress dépassée fait que les gens vont être complètement paralysés, prostrés, ou avoir des conduites automatiques, là, comme le fait de filmer, et ne pas réaliser, ça court-circuite psychiquement. Je n'arrive pas à réaliser l'horreur de ce à quoi je suis exposée. Le réflexe, c'est que tout le monde part en courant. Et bien évidemment que face à un événement traumatique, c'est pas ça pour les gens qui sont dedans. C'est différent pour les gens à l'extérieur. Ce qui est nouveau dans ce drame, alors peut-être que ça a été le cas pour d'autres drames, mais en tout cas peut-être pas de cette manière-là, c'est la mort en direct. Oui. Oui, c'est la mort en direct parce que dans la temporalité, le fait qu'il y ait les écrans, qu'il y ait les chaînes d'infos continues, on est informé quasiment à la minute. Et les gens qui étaient derrière leur télé le réveillon, ils ont vu en direct les gens sortir brûlés du bar. Ils ont assisté en direct. Il n'y a plus la temporalité pour penser. Ça aussi, c'est nouveau. On l'a eu sur quelques événements. Mais c'est nouveau et qu'est-ce que ça change ? Pour nous, collectivement aussi, je le disais, le fait qu'il y ait des polémiques au lendemain d'un drame comme celui-ci, le fait qu'on juge les parents, qu'on juge ceux qui filment pas, qu'est-ce que ça change pour nous collectivement, dans la façon qu'on a d'appréhender un drame comme celui-ci ? Eh bien, ça devrait changer justement la façon de l'appréhender, en ayant une forme d'éthique pour essayer de faire face. On sait que ça fait effraction, ces images-là, pour essayer de ne pas forcément, pour les victimes qui sortent, ne pas les interviewer tout de suite. C'est extrêmement intrusif. Ça vous a choqué, hein, Oui. Alors, j'ai presque envie de dire, c'est une violence médiatique. Ouais. C'est très psychologiquement, c'est extrêmement violent. Ils sont dans un état hagard, ils sont absolument pas en état de communiquer. En plus, certains étaient mineurs. On leur tend le micro. Parler, ça peut soulager, mais parler, il faut qu'il y ait de l'altérité. Un micro, c'est pas ce qui permet la communication. Oui, ça, c'est violent. C'est une violence médiatique, au sens où le média, la communication médiatique, peut venir effracter la personne qui est victime. Et qui n'a pas la conscience totale de ce qu'elle est en train de vivre, et ce qu'elle est en train de dire, et ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas du tout en capacité à ce moment-là de dire et d'exprimer. Elle n'a pas son discernement, on pourrait dire. Il faut la protéger psychiquement, il faut la préserver. Donc, ce que le Crans Montana nous apprend, c'est qu'il faut rééduquer, nous éduquer aux écrans, qui est une éthique aussi par rapport aux images. Moi, ne pas les regarder. Couper les images, ça pourrait être important, et en tout cas décrypter les images. C'est important, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été face aux images dans leur salon. Alors il y a l'impact des images, mais il y a l'impact de l'environnement sensoriel, des parents qui étaient choqués, qui regardaient, peut-être d'autres ados qui étaient choqués, qui étaient effondrés. Et qu'est-ce que ça crée, ça ? Ça peut créer un traumatisme, ça peut créer un choc émotionnel. Et ça peut créer un traumatisme au sens où ça va s'ancrer avec des troubles chez ceux qui ont vu les images de violence. Et on le sait depuis les attentats des Twin Towers. Alors, il y a ceux qui ont survécu, les grands brûlés, 119 blessés, dont 24 Français. Là, comment est-ce qu'on fait ? Alors, on est du côté des survivants. Mais le chemin de reconstruction va être très douloureux, très difficile. Il y a un grand brûlé qui s'appelle Sébastien Maillard, qui a 25 ans et qui a témoigné à Blic et qui a dit « Ce que j'aimerais dire aux victimes de l'accident de Crans-Montana, c'est que la vie vaut la peine d'être vécue, ça vaut la peine de se battre. » Oui, ça vaut la peine de se battre. On sait qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas. Ça va être quelque chose qui... Les brûlures, c'est extrêmement douloureux en termes de blessures. Et c'est pour toute la vie, ça fait des traces sur le corps, donc c'est aussi particulier. Il va falloir les accompagner dans le temps. Et surtout, il faudrait éviter de les réduire au fait d'être des survivants
de Crans-Montana, ce qui est souvent le cas des victimes de drames. Ah, t'es un survivant du Bataclan. C'est comme si c'était une identité. Il y a une vie avant, il y aura une vie après. Et là, c'est aussi un devoir qu'on a socialement par rapport à ces victimes. Et par rapport au travail qu'on peut faire sur des grands brûlés, qui doivent reconstruire une identité, qui doivent faire le deuil de leur visage, de leur corps. De leur corps, Là, c'est tout un travail qui est fait souvent avec les collègues des services des grands brûlés pour accompagner tout le changement corporel, le changement dans la relation à l'autre. Il y a tous les bouleversements. Et on précise que les sauveteurs aussi ont été très éprouvés par cette intervention. Des sauveteurs qui, majoritairement au début, étaient des volontaires. Donc, il y a tout le traumatisme vicariant des sauveteurs qui était à prendre en charge. Juste une dernière question très rapide. Les manquements de la commune dans les contrôles, s'ils sont avérés, les alertes sur les conditions de sécurité qui peut-être n'ont pas été respectées, etc., la procédure judiciaire qui est en cours, est-ce que ça peut aider les familles à la reconstruction? C'est de trouver des raisons, des responsabilités, une explication? Oui, il faut avoir du sens à ce qui s'est passé. Ça permet de ne pas être passif. Les procédures judiciaires permettent de ne pas être passif. Alors des fois, ça renforce le sentiment d'incompréhension. Mais l'objectif, c'est de donner du sens. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. Merci beaucoup Hélène Romano d'être venue sur ce plateau. Dans un instant, nous retrouvons les experts de C'est dans l'air. Cargo russe, Trump défie Poutine. À tout de suite.